Écoutez, mes chers collègues, on va reprendre notre série d'auditions avec celle donc, de Johnny Gasperi, qui est directeur de recherche à l'Institut Gustave Eiffel, de Guillaume Duflot, qui est directeur de recherche au laboratoire sécurité des aliments auprès de l'ANSES, et de Stéphane Kerkhoff, qui est directeur général Agir pour l'environnement. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Alors vous appuyez d'abord vous pour que la lumière rouge apparaisse et après vous levez la main droite et je jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci beaucoup. Et également, je dois vous demander si vous auriez d'éventuels liens d'intérêt avec l'objet de notre commission d'enquête. Alors, on fait le sens inverse, comme ça. Voilà. Allez-y, monsieur Duflot. Concernant les liens d'intérêt, je voulais juste peut-être souligner que je fais partie de groupes de travail nationaux et internationaux de normalisation de méthodologique sur les microplastiques avec différentes parties prenantes. Et que de toute façon, si vous voulez consulter ma déclaration publique d'intérêt, elle est disponible sur le site internet. Il n'y a aucun souci. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Kerkhoff. Aucun lien direct ou indirect avec les entreprises de l'embouteillage. Parfois des relations conflictuelles seulement. D'accord. Ça va plaire au rapporteur. Monsieur Gasperi. Merci, Monsieur le Président. En ce qui me concerne, deux conflits d'intérêts potentiels. Je suis membre du CES eau, donc Comité d'experts spécialisés eau de l'ANSES. Et le deuxième conflit d'intérêts potentiel, c'est que j'ai des contrats de recherche avec des producteurs d'eau potable, soit en région parisienne, avec le syndicat qui s'appelle CEDIF, soit dans l'ouest de la France, avec le syndicat. Vous n'avez pas de contrat avec des industriels d'eau minérale en bouteille, c'est ce qui nous intéresse, on n'est pas dans l'eau potable. Non, non, non. Voilà, mais par contre, avec de l'eau qui est distribuée à l'eau potable. C'est pas le lien direct, mais... D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, mes chers collègues, je vous rappelle que cette audition de la journée concerne l'étude des polluants récemment médiatisés, qui sont les micro- et nanoplastiques. Messieurs, vos recherches portent sur la présence de micro- et nanoplastiques dans l'eau. Monsieur Gasperi, vos travaux portent notamment sur le recensement de ces polluants dans les sédiments et les eaux fluviales. Monsieur Duflot, vous avez travaillé sur la présence des microplastiques dans les océans et dans l'alimentation. Notre commission d'enquête porte sur l'eau en bouteille, mais ne peut se désintéresser de la pollution de l'eau dans notre environnement. Monsieur Kerkhoff, vous dirigez une association qui a récemment mené des études sur les microplastiques dans les eaux conditionnées. Pouvez-vous nous expliquer à la commission d'enquête ce que sont les micro- et nanoplastiques, comment ils se retrouvent dans notre environnement et dans l'eau que nous buvons, ainsi que les risques sanitaires qui sont identifiés? Comment la présence de micro- et nanoplastiques dans l'eau destinée à la consommation humaine est-elle mesurée? Quel est l'état de la réglementation sur les teneurs maximales en plastique à respecter dans cette eau? Comment l'améliorer? Comment traiter les microplastiques et faire disparaître cette source de pollution? Boire de l'eau conditionnée présente-t-il des risques spécifiques par rapport aux microplastiques? S'agissant de l'eau conditionnée, peut-on indiquer que les filtres utilisés avant embouteillage ainsi que les bouteilles en plastique participent à cette pollution? Voici quelques questions sur lesquelles notre rapporteur vous interrogera dans quelques instants. Nous vous proposons de dérouler cette audition en 3 temps. Vous présenterez successivement votre travail et vos réflexions en une dizaine de minutes chacun. Ensuite, bien sûr, notre rapporteur vous posera des questions ainsi que les autres membres de la commission d'enquête. Donc, messieurs, vous avez la parole. Alors, est-ce que vous êtes entendus ou est-ce qu'on prend un ordre particulier? Je sais pas, monsieur. On commence par monsieur Gasperi. Allez. Merci, Monsieur le Président. Ce qu'on voulait vous proposer en préambule pour ces discussions, c'était de faire un petit peu de pédagogie et de méthodologie, de commencer par définir ce que c'était un microplastique, les éléments de métrologie, les éléments de distribution de taille, parce qu'il y a toute une gamme de tailles qui existe et les concentrations fluctuent en fonction de ce qu'on va rechercher et de la taille de ce qu'on recherche. Ça me convient parfaitement. Alors, on ne s'est pas trop consulté. Monsieur Duflot voulait peut-être commencer par définir. Non, allez-y, allez-y.
Si, je veux bien définir, bien évidemment. Ah, parce que si vous faites le jeu de rôle, allez-y. Concernant les microplastiques, ce sont des particules de matériaux plastiques qui sont définies par leur taille principalement. Par leur taille, ils sont des particules de plastique qui sont inférieures à 5 mm et qui vont jusqu'à une taille de 1 micromètre. La communauté scientifique s'est entendue sur cette taille. Il y a eu pendant une période des questionnements sur la taille sur la limite basse des microplastiques, mais maintenant on peut évoquer qu'un micromètre fait consensus. Et donc les microplastiques vont de 5 mm jusqu'à 1 micromètre, et ensuite, si on descend en termes de taille, eh bien après on arrive sur les nanoplastiques. Nanoplastiques qui vont de 1 micromètre, en dessous d'un micromètre jusqu'à 1 nanomètre. Ces microplastiques peuvent être produits, ont deux origines, pardon. Une des origines, la principale origine, c'est la fragmentation de matériaux plastiques de plus grande taille, qui vont, donc les matériaux qui vont se retrouver dans l'environnement, par exemple, vont subir des actions souvent physiques, par l'action du soleil, les vagues, si les matériaux plastiques sont en mer ou dans les sols, vont avoir des abrasions. Et donc, ces plus gros plastiques, ces plus gros objets plastiques vont se dégrader en morceaux de plus petite taille pour arriver jusqu'à des tailles arriver jusqu'au microplastique. La deuxième origine des microplastiques, c'est que c'est des productions qui sont déjà à cette échelle-là, et donc les plasturgistes produisent des matériaux plastiques de taille inférieure à 5 mm, comme des billes de plastique qui pouvaient être utilisées auparavant dans des produits exfoliants ou certains produits ménagers. Donc voilà un peu pour la définition microplastique et nanoplastique. Donc après, qui c'est qui va prendre la parole ? Je voudrais apporter quelques éclairages sur l'analyse des microplastiques dans les matrices environnementales. En fait, il y a deux grandes catégories d'analyse. Soit on analyse les plastiques par des méthodes de spectroscopie. En gros, c'est des méthodes optiques où on va venir compter des plastiques. Soit par des méthodes globales qui nous permettent d'avoir une masse de polymères. Donc, c'est plutôt des méthodes de chromatographie couplées à la spectrométrie de masse. Alors, en ce qui concerne Donc tout à l'heure, Guillaume a défini les microplastiques comme des particules de taille entre 5 mm et 1 micromètre. Le challenge, ça va être cette distribution de taille dans cette gamme de taille. Parce qu'en fait, on a une gamme de taille qui couvre 3 ordres de grandeur, et avoir une seule méthode qui nous permette d'avoir les 3 ordres de grandeur, c'est compliqué. Alors en spectroscopie, on a deux types de spectroscopie. On a des spectroscopies infrarouges qui nous permettent d'analyser des plastiques jusqu'à 5-10 micromètres, et de la spectroscopie Raman qui nous permet d'analyser les microplastiques plutôt entre 1 et quelques micromètres. Alors il y a une complexité aussi dans l'analyse des microplastiques, c'est que donc il y a ce challenge de la gamme de taille. Plus les particules sont plus petites, plus elles seront abondantes. Et donc il y a une relation à trouver entre la quantité d'eau qu'on va échantillonner d'un côté et l'abondance de ces particules. Moins les particules seront abondantes, plus il faudra échantillonner des volumes d'eau importants pour être représentatifs. Et inversement, plus elles seront abondantes, moins il sera important d'échantillonner des volumes importants pour être représentatif. Donc à cette difficulté de la taille, il y a aussi la difficulté de la forme et de la nature des plastiques. Parce qu'en fait, on croit qu'un plastique, c'est quelque chose de simple et qu'il y a une formule magique d'un plastique. En fait, le plastique, c'est une diversité très importante de plastique. Par exemple, ils sont additivés d'une certaine manière, formulés d'une certaine manière, qui font que on a des milliers de polyéthylène ou des milliers de polyéthylène. Et donc, une des difficultés, c'est non pas d'analyser le PE, mais d'être le plus exhaustif sur toutes les formes de PE qui existent, par exemple. Donc, la taille, la nature, et la dernière difficulté, ça va être la forme. Parce qu'en fait, dans une eau embouteillée, vous allez trouver deux types de microplastiques qui sont soit des fragments ou des fibres. Les fibres, elles sont caractérisées par des ratios diamètre, longueur, longueur sur diamètre plutôt très importante, et donc l'analyse de ces fibres pose problème également dans l'eau embouteillée. Donc ça, c'est un point méthodologique qui est important, parce que quand on annonce des concentrations, il faut toujours avoir en tête cette distribution de taille. Parce qu'il faut imaginer avoir cette courbe en loi de puissance, comme ça, et que la concentration qu'on annonce doit être toujours reliée à une taille visée. Par exemple, on peut dire qu'il y a tant de microplastiques par litre dans une bouteille d'eau, mais des microplastiques supérieurs à cette taille. Et ça, c'est la condition
sine qua non. On ne peut pas exprimer des concentrations si on ne met pas de taille derrière. Et le problème, c'est que dans la littérature, c'est que cette taille n'est pas toujours mentionnée, où il y a des petites interstitudes. Monsieur Kerkhoff, peut-être. Oui, alors je n'ai pas tout à fait le même rôle que mes voisins de gauche et de droite, n'étant pas... Le rapporteur n'a pas le même rôle, mais on s'entend bien. Voilà. Oui, non, mais disons que je préfère préciser, je ne suis pas scientifique et je ne souhaite pas jouer ce rôle-là. Moi, j'ai un discours militant. Nous avons mené 2 enquêtes en juillet 2022 et en août 2024. On a fait appel à des labos indépendants pour diligenter des enquêtes et on a éprouvé à peu près les mêmes difficultés que qui ont évoqué mes voisins, à savoir que la première enquête s'apesantissait sur les microplastiques, sur une taille qui n'allait pas au-delà, en deçà de 1 micromètre. Et c'est d'ailleurs une des limites qu'on avait évoquées dans le premier rapport, à savoir qu'on analysait seulement les microplastiques et non pas les nanoplastiques. Et notamment, on n'avait ouvert qu'une seule fois la bouteille, ce qui était aussi une limite assez importante parce que on ne voyait pas la dégradation du plastique liée au frottement. Ce qui nous a amené à faire une deuxième enquête qu'on a publiée en août 2024. Cette enquête est allée, du coup, on a sollicité un deuxième labo qui était en mesure d'analyser avec beaucoup de difficultés les nanoplastiques et pour le coup avec une autre nouvelle limite qui était l'incapacité à caractériser la nature des nanoplastiques qu'on a pu identifier. Donc on n'est pas capable de dire si c'est du polyamide, polyéthylène terephthalate, du PVC ou du polyuréthane. Donc en fait on a quand même encore une limite, mais disons qu'on a commencé à investiguer et ce qu'on constate c'est que par-delà le discours rassurant des industriels qui consiste à laisser supposer que le plastique serait une matière inerte. Dès la première enquête sur les microplastiques, on a eu la surprise de constater que 78% des bouteilles analysées contenaient des microplastiques, avec des plastiques qui, a priori, n'avaient rien à faire dans la composition des bouteilles. Donc là, c'est pareil. Nous, une limite et une question qu'on se pose, et on n'y répond pas, malheureusement. Et on a retrouvé ça dans la deuxième étude en août de 2024, où on a analysé 2 sodas, mais ça aurait très bien pu être d'autres, mais là c'était Coca et Schweppes, où là pour le coup on est arrivé à 6 sortes de plastique, avec, et ça nous a fortement, suffisamment interrogé pour recommencer l'étude et redemander au labo de refaire une deuxième étude après 20 ouvertures de bouchons. On a trouvé majoritairement des fragments de PVC dans le Coca, ce qui a priori ne devrait plus être le cas depuis l'engagement de 2019 des industriels à ne plus utiliser du PVC. Élément qui nous a suffisamment interpellés pour faire une troisième ou une deuxième étude bis. On a rediligenté 6 mois après, enfin là il y a quelques semaines, le labo. On a moins de fragments dans le Coca, moins de fragments de PVC, mais on en retrouve encore. On en a trouvé un tout petit peu dans le Schweppes, donc une fois encore, on a quand même des questions qui se posent aujourd'hui sur la présence et une diversité de plastiques là où les industriels, au travers du triangle de Morpheus, nous disent PET et PE, alors qu'on en trouve d'autres. Donc, une fois encore, il y a une question sur la transparence de la composition, sachant que là, une fois encore, parmi les multiples limites qu'on a identifiées dans notre propre étude, nous n'avons identifié que les fragments de plastique. Or, il y a des colorants, il y a des plastifiants, il y a une série de matières qui sont utilisées aujourd'hui pour fabriquer le plastique, et en fait, on ne sait absolument pas aujourd'hui. Quand on est allé voir le labo, ils nous ont dit, on inverse les choses. Vous nous dites ce que vous souhaitez qu'on cherche, et on voit si on le trouve. Or, il y a plus de 500 molécules possibles qui peuvent entrer dans la composition du plastique. Et évidemment, ce n'est absolument pas au niveau, et une fois encore, du point de vue scientifique et du point de vue moyen, ce n'est pas le rôle d'une association de faire ça. C'est pour le coup mes 2 voisins, et notamment l'ANSES, qui doit diligenter maintenant des enquêtes de façon à ce qu'on apporte toute la transparence. Et voilà, l'invite que nous pouvons faire aussi aux industriels, c'est faire preuve de transparence et cesser de se réfugier derrière un secret industriel
qui n'a pas lieu d'être à l'instant où on expose majoritairement les consommateurs. Juste pour terminer, au moment où on a rendu public nos études, Schweppes nous dit s'il s'avérait présent des microparticules dans nos produits, concernant les microplastiques, s'ils s'avéraient présents dans nos produits, poursuit la marque, ils ne sont pas intentionnellement incorporés dans nos emballages. Ils ne sont pas intentionnellement incorporés aux emballages, mais on en trouve à chaque fois qu'on fait des analyses. Donc en fait, le caractère accidentel, quand c'est systématique, ce n'est plus un caractère accidentel. Quant à la déclaration de Coca-Cola qui indique qu'il n'existe aujourd'hui aucune preuve scientifique suggérant que l'ingestion de particules plastiques est préoccupante pour la santé humaine, on n'a même pas souhaité réagir à cette déclaration. En fait, je pensais, moi, boire du coca pour le goût du coca et non pas par plaisir de digérer du plastique. Vous avez terminé. Monsieur le rapporteur peut vous poser des questions ou... Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce qui est très intéressant dans vos présentations respectives, c'est d'abord que vous avez insisté sur, en effet, des questions d'ordre méthodologique, sur la manière dont vous parvenez et dont vous détectez du plastique. Et j'aimerais qu'on arrive sur la question, finalement, qui était aussi posée par Coca dans sa réponse, qui, je comprends, a quelque chose d'agaçant quand on veut acheter du coca et qu'on se retrouve à boire du plastique, mais quand même que pour cette commission, pour nos travaux, on puisse bien comprendre l'état de la connaissance sur la dangerosité des microplastiques et des nanoplastiques. Est-ce que là-dessus, vous pouvez, l'un, l'autre ou le troisième, nous faire un point d'avancement sur l'état de la connaissance scientifique sur ce sujet ? Vous pouvez être plusieurs à répondre. Oui, bien sûr. Oui. Peut-être avant de... Je ne sais pas, vous nous dites, il me semblait important d'essayer de conceptualiser comment ces microplastiques arrivent dans notre bouteille, et puis après de dérouler sur l'impact. Mais on peut suivre l'ordre que vous voulez. Si vous voulez bien répondre à la question, après on viendra sur les sujets, j'ai pas de problème, et j'ai des questions sur ce sujet également, parce que j'ai... voilà. Si on la réflexion de notre rapporteur. Non, c'est pas pour vous embêter, c'est juste parce qu'en effet, juste dans le déroulé, c'est intéressant. Comme on est retransmis en direct, c'est également pour que les le personnes suivi, puissent suivre pour la et compréhension. comprennent vos réponses par rapport à la question du rapporteur. Merci beaucoup. Concernant les dangers, je pense qu'il est important de rappeler justement quels sont les dangers potentiels, je dis bien potentiels, du plastique ou des microplastiques. Tout d'abord, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le plastique en tant que tel est fabriqué avec des polymères plastiques. Donc les polymères, ça va être le polyéthylène, le polyamide, le polyéthylène terephthalate, etc. Et vont être ajoutés à ces polymères des additifs plastiques pour conférer les différentes propriétés que l'on veut donner à cet objet plastique. Donc ça va être par exemple des additifs pour prévenir l'impact des UV, ça peut être les colorants, ça peut être différents éléments qui vont permettre de fonctionnaliser le matériau plastique. Ce qui est important de comprendre sur ces additifs plastiques, alors la personne qui est à côté de moi a évoqué le chiffre de 500. Les derniers éléments de la littérature, la bibliographie, fait ressortir qu'il y aurait environ 16 000 additifs potentiellement possibles, et donc avec des combinaisons quasiment infinies, bien évidemment, parce qu'en fonction de ce que l'on veut conférer comme propriété à ces additifs, à ces plastiques, les industriels mélangent différents types d'additifs. Donc ça, et ce qui est important de comprendre, c'est que ces additifs ne sont pas intimement liés au plastique. C'est-à-dire qu'ils peuvent se relarguer dès qu'ils sont en contact avec des éléments de son environnement. Ça peut être l'eau, ça peut être la terre, ça peut être l'organisme. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Donc ça, c'est le premier niveau de danger. Le deuxième niveau de danger, c'est que les particules de plastique, la surface plastique permet en fait la fixation d'autres contaminants. Ça peut être des contaminants chimiques ou des contaminants biologiques. Je prends un exemple. Quand un plastique va se retrouver dans l'environnement, dans de l'eau par exemple, ou dans la mer, eh bien, s'il y a des composés chimiques qui passent à proximité, certains peuvent venir s'absorber, se fixer en fait sur ces plastiques, ou alors des bactéries par exemple. Et donc le plastique peut véhiculer aussi des contaminants.
Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce deuxième point, les travaux récents montrent que les plastiques ne véhiculent pas, enfin travaux récents, des travaux qui sont un petit peu anciens, montrent que dans tous les cas en mer, les particules de plastique en mer ne véhiculeraient pas plus de contaminants que d'autres éléments en suspension. C'est important. Et donc, par rapport à la question donc voilà en gros les dangers qu'il peut y avoir sur les particules de plastique. Après, votre question était concernant le risque. C'est ça le cœur de votre question. Oui, l'enjeu sanitaire, parce que vous évoquez en effet les dangers afférents, mais est-ce que vous avez des seuils qui existent ou est-ce qu'on est... voilà, quelles quantifications sont faites voilà. Où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là? Il est important peut-être de donner quelques éléments de contexte sur la recherche sur les plastiques et les microplastiques. C'est que cette thématique de recherche est relativement récente, puisque ça dure on va dire la communauté internationale a pris en main cette thématique il y a à peu près moins de 10 ans, enfin une dizaine d'années. Et donc on est sur une première phase de développement méthodologique. Ça a été souligné juste avant par M. Gasperi. C'est vrai que rechercher des microplastiques, c'est pas forcément très simple. Rechercher des nanoplastiques, ça a été dit par M. Kerkhoff, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et donc on est actuellement essentiellement dans une phase d'harmonisation méthodologique et de développement de méthodes pour pouvoir caractériser ces particules, à la fois en termes de taille, comme ça a déjà été dit, de forme, de composition. Et une fois qu'on aura bien pu caractériser ces éléments de danger, on pourra ensuite définir s'il y a un risque. Pour l'instant, il n'existe aucune limite réglementaire concernant des taux à ne pas dépasser de particules de microplastique, enfin à ma connaissance, dans les aliments, dans l'eau, etc. Très bien, mais juste parce que pour moi, c'est deux sujets qui sont assez différents en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Enfin, je comprends votre réponse, mais pour moi, en fait, peut-être que je vais schématiser à l'extrême, mais mettre des souris en laboratoire et lui faire boire de l'eau avec du plastique et de l'eau naturelle versus repérer du plastique, et aller dans des niveaux de détection, c'est deux sujets qui m'ont l'air, l'un de relever d'une enquête sanitaire avec témoins pour vérification et l'autre relever de techniques pour approfondir la mesure. Donc j'aimerais comprendre, enfin voilà, peut-être que c'est moi qui fais fausse route dans ma question, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ça renvoie à deux choses assez différentes. Est-ce qu'il y a des études aujourd'hui pour essayer de comprendre les effets sur des organismes humains de l'ingestion de plastique dans des quantités importantes ou dans certaines quantités relevées qui permettraient d'aller vers des seuils, quoi? Alors, effectivement, il y a des études qui vont pour caractériser les effets en fait en termes de toxicologie sur. Bien évidemment, la finalité c'est l'homme. Je pense que vous savez bien qu'on ne peut pas faire d'expérimentation chez l'homme. Voilà. Donc l'exemple que vous donnez, c'est le bon. Il y a des études qui sont faites sur la souris, des études qui sont faites sur des cellules. Voilà. Donc à différents niveaux, il y a différents outils pour définir la toxicité de plastique, avec la difficulté que soulignait M. Gasperi, c'est qu'entre un morceau de plastique et un autre, la composition peut être très très différente en termes notamment d'additifs. Et il est difficile au jour d'aujourd'hui d'avoir un modèle type de plastique qui pourrait permettre de caractériser et de définir des seuils qui pourraient être généralisés. Néanmoins, des études sont faites et montrent qu'il pourrait y avoir des relations, des réponses entre des effets et de l'exposition. Est-ce que vous pouvez les caractériser pour qu'on les comprenne? Des exemples à nous donner pour qu'on comprenne de quoi on parle exactement? En fait, la difficulté, c'est la dose d'exposition que l'on met, que ce soit aux cellules ou chez les animaux, en regard de la réalité de ce que l'on trouve dans l'environnement. Je vais vous donner un exemple. Les premières études qui ont été faites ont surtout utilisé des billes de microplastique qu'on pouvait facilement avoir dans le commerce. Il s'est avéré que ce n'est pas la réalité de l'exposition que l'on a tous et toutes. Et depuis, parce que, comme l'a dit M. Gasperi, les formes peuvent être très différentes. Et les objets, les microplastiques sont souvent caractérisés non pas par des sphères parfaites, mais par des fibres, des fragments. Et donc, l'impact quand on fait de la toxicité est quand même différente. Alors, je ne suis pas toxicologiste, je suis désolé, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin dans les analyses, si ce n'est que vous donnez ces informations un peu générales. D'accord. Et est-ce que l'un d'entre vous peut aller plus loin ou pas sur ce sujet?
Alors, plus loin, je ne sais pas, ailleurs peut-être. C'est ouais. Non, mais nous, on n'est pas arrivé par hasard sur ces enquêtes. En 2016, on a fait des premières analyses sur des nanos, et notamment le dioxyde de titane qui a fini par être interdit dans l'alimentation. Et en l'espèce, il y a quelque chose de curieux à se poser la question de l'évaluation du risque de contamination liée au plastique 65 ans après la commercialisation de la première bouteille plastique. C'est-à-dire que là, c'est à la recherche du temps perdu, mais XXL. Donc on a une problématique micro, on a une problématique nano. Les nanos, le rapport taille-surface et la réactivité du caractère nanométrique des plastiques n'a rien à voir. Et c'est la raison pour laquelle nous plaidons vraiment et pour de la transparence et pour des moyens. Au moment où on demande à réduire les budgets des agences, on ne s'est pas concerté, hein. Mais vraiment, je pense qu'il y a une urgence absolue à ce que des agences dédiées à l'évaluation du risque puissent diligenter des enquêtes très rapidement, de façon à ce qu'on ne continue pas de rapport en rapport, de commission d'enquête en commission d'enquête, à s'interroger sur l'impact des nanos. Nous, notre rapport publié en août 2024, il disait l'ensemble des études citées, on en a 2 pages dans ce rapport-là, limitent souvent leurs observations aux particules micrométriques. Or, les particules nanométriques bien plus nombreuses ont une capacité de diffusion à travers les membranes bien plus importante et donc potentiellement un impact bien plus prononcé sur la santé et l'environnement. De plus, les microparticules altérées qui ont traversé le système digestif ou traitées au chlore présentent des surfaces plus réactives et biocompatibles, favorisant leur interaction et leur internalisation et donc leur potentiel impact sur la santé. Donc, une fois encore, on part de très très loin. C'est que là, à nouveau, grâce à certaines études et notamment la nôtre, on commence à identifier dans une gouttelette de 2 millilitres, hein, donc c'est vraiment quasiment rien, on a identifié des nanoparticules de plastique. Est-ce que derrière, c'est quoi la nature, c'est quoi leur interaction, c'est quoi les effets cocktails et surtout, c'est quoi l'effet, quels vont être les effets des nanoparticules sur la capacité à franchir les barrières physiologiques? On pose beaucoup de questions. C'est pas normal de se poser des questions en 2025. C'est 1960, on se pose les questions, pas en 2025. Oui, je partage l'analyse. Juste quelques éléments sauf si vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Gasperi, mais est-ce que voilà, vous n'avez rien à rajouter sur ce sujet. Question en fait qui vient aussi de vos travaux du côté de l'association Agir pour l'environnement. Donc vous avez rendu public en 2022 un rapport d'analyse qui étudie, vous l'avez déjà évoqué, la présence de microplastiques dans différentes marques vendues en France. Et l'une des conclusions que j'ai trouvées assez paradoxale et sur laquelle j'aimerais qu'on revienne de l'analyse, c'est qu'à la fois vous démontrez, ou en tout cas vous indiquez dans cette étude que le gros de la pollution vient de la bouteille, du bouchon, bref, de l'emballage. Et en même temps, quelques lignes plus tard, vous nous dites qu'on retrouve dans l'eau du robinet davantage encore de plastique que dans les eaux minérales naturelles. Et donc, je voulais savoir, sauf erreur de ma part, hein, ce que vous dites, elle constate également que la teneur en microplastique était plus élevée dans un échantillon d'eau du robinet que dans l'échantillon provenant des 10 marques d'eau embouteillées. Comment vous expliquez ça? Alors, qu'est-ce qui explique la contamination dans l'eau du robinet au plastique dans ce cadre-là? Et comment vous analysez ces résultats? Vraisemblablement, une partie liée à la dégradation des canalisations en PVC, sans doute. Une contamination des milieux, hein, c'est une boucle de rétroaction. Le recyclage des bouteilles en fibres textiles qui, in fine, quand il y a eu 1 ou 2 études, hein, mais sur les premiers lavages de tissus en textile synthétique, relarguent quasiment 400 000, je crois, fibres textiles pour chaque lavage. Bah, vraisemblablement, rien ne se perd, tout se transforme. Et en l'espèce, vraisemblablement, ça continue à contaminer les milieux. Donc, vraiment, réduire à la source, sans mauvais jeu de mots, c'est aussi limiter l'impact présentement des bouteilles plastiques en tant que telles, des microparticules qu'on va retrouver dans l'eau, et éventuellement du recyclage ou du décyclage des bouteilles d'eau sous forme de textile. D'accord. Je souhaiterais juste apporter un petit peu de cadre théorique où, en fait, la contamination plastique d'une eau bouteille, elle peut venir de trois facteurs différents qui sont 1, la contamination de la ressource et 2, l'embouteillage lié
au contenant ou à la manière dont on va embouteiller l'eau en bouteille. La ressource, aujourd'hui, en fait, comme vous l'avez précisé, aujourd'hui, ces plastiques ils sont utilisés massivement. Dès leur utilisation, on a une usure de ces plastiques qui fait qu'on a des milliers, voire des millions de plastiques qui sont relargués depuis très longtemps. Et donc, on a une circulation de ces plastiques dans nos compartiments environnementaux. Et ces compartiments environnementaux ne sont pas cloisonnés. C'est-à-dire que dès lors qu'on va utiliser du plastique, qui se retrouve dans une rivière, dès lors qu'ils sont dans une rivière, eh ben, la rivière interagit avec la nappe. On a ce qu'on appelle des échanges nappe-rivière qui font que les nappes sont susceptibles d'être contaminées par les microplastiques. Aujourd'hui, cet état de contamination des nappes est relativement peu documenté. Quand je te dis relativement peu, c'est 5-10 études dans le monde qui montrent l'état de ces nappes. Donc soit on a ces échanges avec la rivière qui font que ça se contamine, soit on a beaucoup de plastique dans les boues de stations d'épuration, ces boues qui sont épandues, et à travers l'infiltration dans les sols, possible imprégnation des plastiques dans cette ressource. Donc aujourd'hui, le fait avéré, c'est la contamination de ces ressources, oui. Dans quelle mesure, c'est très difficile à l'affirmer parce qu'on dispose de très peu d'éléments. Tout dépend le seuil de coupure qu'on va regarder. Le deuxième processus qui peut conduire à la contamination des microplastiques dans l'eau, c'est l'embouteillage, soit le contenant, donc là on parle du PET et du bouchon, et donc là les études aujourd'hui ne sont pas, elles ne convergent pas toutes vers le même signal. Certaines études pointent du doigt que c'est le PET ou le polypropylène du bouchon vont être les polymères principaux qu'on va retrouver dans les eaux embouteillées, alors que d'autres soulignent que c'est d'autres polymères qui vont être retrouvés. Alors là, on a deux manières de raisonner. Soit on raisonne en disant c'est les polymères des contenants. Donc c'est facile, on peut facilement tisser le lien des contenants. Si c'est des polymères qui ne sont pas liés au contenant, ça veut dire que c'est un processus de contamination lors de la mise en bouteille. C'est-à-dire, ces microplastiques sont abondants. Le processus de production, en fait. Le processus de production. Le processus de production et d'embouteillage. Généralement, cet embouteillage se fait dans des chambres stériles, mais on retrouve pas mal de microplastiques dans l'air intérieur, dans l'air ambiant. Et on trouve toute une diversité de microplastiques dans l'air ambiant. Donc aujourd'hui, c'est une piste probable de se dire que ça vient aussi de cette contamination aérienne lors de l'embouteillage. Par contre, qu'on soit bien clair, ça c'est un cadre théorique. Je dispose d'aucun élément scientifique pour dire c'est X% la ressource, X% l'embouteillage ou le contenant. Malheureusement, je ne dispose pas de ces éléments et à ma connaissance, il n'y en a pas qui ont été publiés. D'accord. Quelques questions avant de passer la parole et la main à mes collègues. Juste sur... Dans le secteur privé des minéraliers, des embouteilleurs, à votre connaissance, eux-mêmes diligentent-ils des études pour savoir ce qu'il en est des risques éventuels? Est-ce que vous avez connaissance d'études de leur part? Il m'est arrivé d'avoir quelques échanges avec des gens de Nestlé justement sur cette contamination de l'air. Je sais qu'ils se posent des questions. Vous pouvez... Et des échanges de quel ordre? Oui. Ça peut permettre. Des échanges purement d'expertise, de connaissances, parce que mes travaux sont particulièrement connus par rapport à la contamination de l'air, parce qu'on a été les premiers à pointer cette contamination, et donc il nous arrive d'échanger dans des groupes de travail, dans des colloques, à droite à gauche, sur cette pollution de l'air. Donc pour vous, ils ont des équipes en interne chez eux qui traitent spécifiquement de cette question, à votre connaissance? Je sais qu'ils ont des laboratoires de recherche équipés et des gens formés et compétents sur la recherche de microplastiques dans leur laboratoire de recherche. Et vous avez déjà été destinataire ou vu des publications qui sont sorties de Nestlé, parce que j'imagine que ces chercheurs, ils cherchent et ils font des rapports sur ce qu'ils cherchent. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance de rapports qui ont été rendus publics par Nestlé sur... Non, je n'ai jamais rien lu provenant de chez eux. D'accord. Et il y a d'autres industriels aussi dans ce domaine-là qui font aussi des recherches. Parce qu'on parle de Nestlé, mais il y a aussi d'autres industriels. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas d'éléments pour l'affirmer. Il ne faut pas non plus que cibler qu'un industriel. Il faut... Voilà, c'est vous qui avez ciblé. Moi, j'essaie d'être plus généraliste. C'est notre commission d'enquête, c'est sur l'ensemble. Voilà. Je pense que les industriels sont très sensibles
est sensibilisé à cette question des microplastiques et ils ont sans doute fait des recherches de leur côté. Je sais que c'est le cas pour Nestlé, voilà. Pour d'autres, je ne sais pas. Pour vous, Nestlé, vous en êtes sûr. Pour d'autres, vous n'avez pas d'éléments. Voilà, vous n'avez pas d'éléments. Non, je vous remercie. C'est c'est honnête intellectuellement à votre part, monsieur. Voilà, c'est vrai. Merci, et ce sera intéressant pour nous, du coup, je crois pour la Commission, de demander d'éventuels rapports qui ont été produits par les industriels pour aller plus loin et comprendre ce qu'ils ont pu trouver dans le cadre de ces recherches-là. Peut-être dernière question, mais qui rejoint celle-là, qui est aussi dans les liens et les discussions qu'ils peuvent avoir avec les industriels. Est-ce que vous avez connaissance d'industriels qui se posent la question du retour du verre ou qui se posent des questions sur la nature de leurs bouteilles plastiques? Si on reprend un petit peu ce cadre conceptuel, je suis désolé de faire un peu de... Non, mais recadrez-nous avec plaisir, il n'y a aucun problème. La ressource, l'embouteillage et le processus d'embouteillage. Si c'est des contaminations liées à l'embouteillage et aux matériaux, il est évident que la bouteille verre est la solution. Ça, c'est évident. Excusez-moi d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est ça. Si le problème est la ressource, la bouteille verre ou la bouteille plastique ne changera pas forcément grand-chose. Mais par contre, quand on prend un problème de ce genre-là, il faut ouvrir un maximum par rapport au domaine environnemental. Regardez ce problème de bouteille plastique verre que sous l'angle microplastique, même si il est évident qu'on aura quand même moins de microplastique avec une bouteille en verre, ça génère beaucoup moins de gaz à effet de serre, ça met beaucoup plus de recyclabilité, donc c'est un autre débat. C'est évident que la bouteille verre sera beaucoup plus durable. Est-ce que vous voulez rajouter un mot peut-être sur vous aussi, votre connaissance des travaux des industriels? Non. Vous avez évoqué quelques textos échangés avec les uns et les autres. Voilà l'état de vos discussions. Non, alors, je pense là pour vous renvoyer vers mes collègues de Zero Waste qui mènent une campagne depuis des années sur le retour des bouteilles en verre. Après, nous ce qu'on a constaté, et c'est une hypothèse qu'on émet à l'issue de notre enquête, c'est on a fait avec une ouverture, 10 ouvertures, 20 ouvertures, et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le nombre de particules croît énormément, donc c'est le frottement du bouchon. Et le bouchon, en fait, bouteille en verre. Alors oui, c'est une bouteille en verre qui va frotter, mais quid du bouchon de la bouteille en verre? Est-ce qu'elle se fragmente? Et une fois encore, on pose encore beaucoup de questions, alors que ça ne demande pas des dizaines de milliers d'euros que d'analyser, et vraisemblablement les industriels sont déjà menés en interne. Donc, enfin, nous, 2022, la seule réaction des industriels, c'est de dire, sans remettre en cause le sérieux du laboratoire, merci, qui en est à l'origine, la Fédération des eaux minérales naturelles et des eaux de source regrette la visée anxiogène et stigmatisante, non, pas merci, d'une étude qui tire des généralités d'échantillonnage unique sur seulement 9 produits, puisque les analyses n'ont pas été répliquées. Enfin, oui, ils évoquent les limites et on les accepte complètement. En fait, une fois encore, je le répète, on n'a pas une vocation à publier dans des revues à comité de lecture, mais on ne peut pas en rester là. C'est juste dénoncer l'enquête et dire bon bah ouf, là c'est passé au mois de juillet, rendez-vous dans 2 ans, c'est pas acceptable. Donc vraisemblablement ils ont des labos, vraisemblablement ils mènent des enquêtes, vraisemblablement vous pouvez les interroger sur effectivement les études qu'ils mènent en interne pour vérifier d'où vient ce PVC, d'où vient la dégradation et le nombre de particules. Est-ce que c'est la même chose avec des petites bouteilles? Nous, secret industriel d'Agir pour l'environnement, on est en train de mener des enquêtes sur les petites bouteilles tétines qui sont a priori, c'était l'une des bouteilles, Vitel Kids, où on avait retrouvé le plus de particules plastiques, où en fait, là, on n'est pas simplement sur de l'eau qui passe sous pression dans la bouche, c'est des enfants qui vont mâchouiller du plastique. Donc là, on a quelque chose qui est de l'ordre du... Enfin, si on peut s'épargner la contamination des enfants juste pour quelque chose qui n'a aucun sens, vraiment, autant limiter ce genre de dérive industrielle, quoi. Voilà. Dernière, pour finir la question, et puis après pour nos collègues, et côté ANSES, est-ce que vous trouvez, parce qu'en fait il y a évidemment les analyses privées des industriels et les analyses publiques dont on voit qu'elles sont balbutiantes malgré tout sur l'état de santé, est-ce que vous considérez que le niveau d'investissement public du sujet est à la hauteur du risque qui pourrait se
se matérialiser? Écoutez, c'est vrai que j'ai pas fait de présentation liminaire comme Monsieur le Président l'avait demandé, mais c'est l'ANSES. Je ne représente pas l'ANSES, mais je ne vais pas expliquer l'organisme. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, le laboratoire dans lequel je travaille, un laboratoire de sécurité des aliments, qui traite de tous les dangers alimentaires, eh bien, traite depuis maintenant une petite dizaine d'années de ce sujet émergent. Donc, il a été pris en main déjà au démarrage du questionnement de la communauté scientifique. Et pour tout vous dire, on mène des travaux de recherche à la fois en lien avec la santé. J'ai parlé tout à l'heure d'additifs. On travaille sur la méthodologie essentiellement. On a commencé par mettre en place à la fois des outils analytiques, mais aussi plus que des outils analytiques, c'est vraiment des processus analytiques, parce que je pense que vous pouvez le comprendre, c'est que dans les laboratoires, on a aussi, nous, beaucoup de plastique. Et donc, on a dû revoir un peu nos concepts, nos concepts d'analyse. Donc, on a énormément travaillé sur la méthodologie, parce que pour caractériser un danger, pour connaître les limites, pour définir ensuite de la réglementation, il faut savoir bien analyser les produits. Et donc, on travaille énormément sur cette partie analytique. Aussi, bien évidemment, on s'intéresse à la contamination dans les aliments. On a actuellement, l'ANSES cofinance une thèse qui a comme objectif de screener les différents aliments. On a une publication qui est en cours de soumission, donc pas encore revue par les pairs, sur l'analyse dans différentes boissons, dont certaines eaux de boissons. Et aussi, on participe à de l'expertise, j'expliquais tout à l'heure, on participe à des groupes de travail, différents types de groupes de travail. Et aussi, l'ANSES a mis en place un groupe de travail interne qui reprend tous les laboratoires qui peuvent avoir contact, qui peuvent être qui peut avoir une interaction avec la problématique plastique. Donc voilà, on a quand même plusieurs étages sur si je peux me permettre, sur cette fusée. D'accord. C'est vrai qu'on n'a jamais assez de moyens, mais néanmoins, je peux dire que l'ANSES se préoccupe de ce sujet, microplastique et nanoplastique. Merci. Écoutez, il y a 3 de nos collègues qui veulent poser des questions. Donc, la première, c'est Madame Gull. Allez-y, chers collègues. Après, il y aura Monsieur Gillet et Madame Rousseau. Alors, voilà. Bonjour et merci à vous 3 pour toutes ces informations. Alors, moi, j'ai une première question. Alors, si vous voulez bien, j'ai 3 questions. Donc, j'ai une première question qui concerne le travail d'Agir pour l'environnement sur l'étude que vous avez menée. Et je fais référence à l'étude de juillet 2022 qui s'intitule « Eau embouteillée, nous buvons du plastique ». Donc, l'étude porte sur toute une série de bouteilles, donc, de marques, Badois, Carrefour, Cristalline, Evian, etc. Donc, que des marques que nous connaissons toutes. Et le résultat, c'est 78% des eaux contiennent des microplastiques. Alors là, moi, je suis étonnée. Moi, je pensais que 100% de ces eaux contiendraient du microplastique puisque ce sont des bouteilles en plastique. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi 22% de ces eaux ne contiennent pas de microplastique? C'est à elles que j'aimerais qu'on s'intéresse, même si votre étude détaille plutôt les 78% qui en contiennent. Alors, voilà, allez-y, répondez, puis après, Madame. Ouais. Alors, je vais répéter les limites de cette analyse qui a conduit à la deuxième enquête. Nous n'avons ouvert les bouteilles qu'une seule fois, vidées, analysées en une seule fois. Sur 1,5 litre, à l'évidence, il y avait un biais. Et la raison de la deuxième enquête, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible des conditions réelles d'utilisation. C'est-à-dire qu'1,5 litre, vous l'ouvrez une fois, 10 fois, 20 fois. On a même fait une analyse à chaud, à froid, pour voir si la bouteille qui reste sur la plage arrière de la voiture, et en fait, on n'a pas noté de différence de quantité de particules. Ce qui, une fois encore, je vais le répéter, nous n'avons pas vocation à dire la science. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes des lanceurs d'alerte avec toutes les limites que ça peut représenter, avec le manque de moyens d'une association qui a mené une enquête sur une dizaine de marques, qui va trouver avec une variabilité. La mise à jour de notre enquête sur Coca, on voit qu'il y a un nombre de particules qui est moindre, avec un nombre de particules de PVC qui est largement inférieur à notre première enquête. Ce qui ne veut absolument pas dire que Coca aurait mis en place un correctif dans ses capacités de production. C'est uniquement que nos analyses varient. Parce que, en fait, une fois encore, nous ne sommes pas contraints par des protocoles et des process industriels. Alors, si vous permettez, je vais donc poser la question aux 2 autres intervenants, à nos 2 autres invités. Pensez-vous qu'il est possible
que de l'eau embouteillée dans des bouteilles en plastique ne produise pas l'ingestion de particules de plastique. Est-ce possible? Est-ce qu'il y a effectivement une forme d'inertie qui peut exister? Ou est-ce que dans tous les cas, le fait de mettre de l'eau dans un contenant en plastique génère la présence, et donc pour ceux qui la consomment, l'ingestion de particules de plastique? C'est une question qui est difficile à répondre parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 3 sources possibles: la ressource, la manière dont on va embouteiller et le contenant. Et donc ça va être difficile de distinguer le rôle et la contribution de chacun dans cette contamination. Ce qui est sûr, c'est que ces plastiques qui sont bien présents dans l'eau embouteillée, les 78%, je vous rejoins, ça doit être proche des 100%. Et après, c'est juste une question de sensibilité et des volumes d'eau qu'on échantillonne pour trouver, et également la limite de taille qu'on va rechercher. Plus on va descendre bas, plus les particules sont abondantes et plus on va les retrouver. Et donc là, c'est sûr que quand on va regarder des choses aux alentours de 1 micromètre, c'est 100% des bouteilles, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais tout à l'heure, sur le contenant, certaines études montrent que c'est le PET, donc le contenant, qui va être très abondant, très important. D'autres qui montrent que c'est moins important. Donc, c'est difficile d'avoir une réponse claire. Dans tous les cas, le polymère du contenant est présent. On peut aussi le raisonner de cette manière-là, mais plus ou moins important. Je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment par monsieur Gasperi. Effectivement, les questionnements sont toujours sur les... je suis désolé, je reviens toujours sur la méthodologie, mais on est vraiment là aux limites en fait, de la méthodologie. Et forcément, quand on est en termes analytiques, on est juste au maximum de ce que l'on peut techniquement, en termes d'efficience, le faire par nos équipements. Mais quand on réussit à détecter quelques particules par litre, forcément, statistiquement, quand on fait des répétitions, quelquefois on n'en a pas. Par contre, il faudrait échantillonner 100 litres, 1000 litres. Dans certaines réflexions, l'idée serait de pouvoir échantillonner justement des quantités beaucoup plus importantes, mais techniquement et pratiquement, c'est pas toujours très simple. Donc là, on est vraiment dans une approche recherche, parce qu'on est sur des travaux de recherche, on n'est pas du tout en contrôle de routine, sur des choses qui sont complètement établies. C'est vrai que je pense que c'est ça qui est important de comprendre, c'est que là, on est encore dans des phases de développement. On a beaucoup d'attentes sur ces questionnements-là, et en même temps, nous, on essaye d'aller au plus vite pour pouvoir proposer en fait des méthodes qui puissent être les plus performantes possibles. Merci. Alors j'ai une autre question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais il est apparu que certains minéraliers pour lesquels les nappes phréatiques qu'ils exploitaient étaient peu importantes en volume, exploitaient en fait en hiver la nappe phréatique pour l'ensemble de l'année et emboutteillaient en une fois l'ensemble des bouteilles qu'ils vendaient durant l'année. Est-ce que cette pratique, selon vous, qui du coup fait que l'eau est stockée bien plus longtemps dans ces bouteilles en plastique, génère plus de microparticules de plastique dans l'eau et dans l'eau ingérée? Est-ce que vous pensez, en fait, quand vous dites il y a l'embouteillage, etc., il y a aussi la durée et sans doute les conditions de stockage? Et est-ce que là, il y a des études qui ont été faites? Je suis désolé de répondre de cette manière. Il y a le cadre conceptuel, la théorie, et puis après les données. Alors, on va aller sur le cadre conceptuel et la théorie. La fragmentation des plastiques, elle est favorisée en présence d'UV, de chaleur ou de contraintes mécaniques. Donc, sous réserve qu'il n'y ait pas d'exposition aux UV, qu'il n'y a pas des températures élevées, pas de contraintes mécaniques, on pourrait penser que cette fragmentation elle est limitée. Ça, c'est le cadre théorique. Malheureusement, à ma connaissance, je me tourne vers M. Duflot, je n'ai pas de connaissance de travaux qui montrent ça. Ça, c'est quelque chose qui serait très facile à démontrer scientifiquement. On achète des bouteilles, on les met 6 mois quelque part, on regarde. Par rapport à la fragmentation, on peut penser qu'elle sera sans doute réduite dans un... Voilà. C'est une autre question des additifs.
Parce que les additifs, il y a un équilibre qui va se faire entre les polluants qui sont sur les plastiques et dans l'eau. C'est différent. J'ai encore une autre question à laquelle je ne sais pas si vous pouvez répondre, c'est la taille de la bouteille. Est-ce que vous pensez, en fait, puisque moi j'ai déposé une proposition de loi pour interdire les petites bouteilles en plastique, pour plein de raisons, pas que la raison sanitaire, pas que la raison de santé, mais aussi la question de la pollution dont on ne parle pas trop aujourd'hui, mais le reste de la pollution, le recyclage, etc., on ne l'aborde pas trop aujourd'hui et c'est pas grave, on ne peut pas tout aborder dans les questions, mais moi j'aimerais savoir si d'après vous, avoir une petite bouteille, par exemple, là vous dites dans votre étude, Monsieur Kerkhoff, vous dites clairement que c'est des bouteilles Vital Kids de 33 centilitres qui montrent la plus grande densité, je vais dire, de particules de plastique. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que plus les bouteilles sont de petit volume, plus en fait il y a de perméabilité entre le contenant. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de particules plastiques ? Voilà. Enfin, vous avez compris ma question. Excusez-moi, je l'exprime mal. Non, mais c'est la question de la taille. Tout à fait clair. La réponse, est, je crains non. Les petites bouteilles posent une problématique de gaspillage de ressources avec un plastique à usage unique. Moi, j'ai mon musée des horreurs avec des petites bouteilles de moins de 3 centilitres. Enfin, il y a quelque chose d'absurde là-dessus. La conclusion de notre deuxième rapport, c'était presque, paradoxalement, une fois que vous avez ouvert votre bouteille, vous la buvez d'un seul coup. Parce qu'en fait, on voit bien que l'effet d'ouvrir à plusieurs reprises et la nature du bouchon, et notamment les bouchons tétines, vont engendrer manifestement, voilà, je parle, et pour le coup j'ai juré de dire la vérité, donc nous n'avons pas encore mené d'autres études que celles qu'on avait faites en 2022, où on avait constaté qu'effectivement Vital Kids, avec le passage de l'eau dans le bouchon tétine, générait beaucoup de particules. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui se passe en le faisant de façon un peu plus, en généralisant et en allant voir, bon voilà, mais vraisemblablement c'est plutôt les grandes bouteilles qui vont être ouvertes 10 fois, 20 fois, mais voilà, je ne vais pas faire de promotion de l'alcool ici, mais quand vous utilisez un tout petit fond de Schweppes pour un apéro, vous allez l'ouvrir 50 fois cette bouteille. On n'a pas fait d'analyse pour voir combien il y avait de microparticules ou nanoparticules en l'ouvrant 50 fois. Une fois encore. M. Kerkhoff insiste beaucoup sur l'utilisation de ces bouteilles. Je pense qu'il faut prendre le problème dans sa globalité, en effet. Parce qu'il y a à la fois les industriels qui prennent de l'eau, qui les mettent en bouteille, mais aussi la manière dont on utilise ces bouteilles. Et il y a une réflexion à mener sur toute cette chaîne, parce qu'on pourrait dire que le problème des industriels s'arrête à la distribution, mais non, c'est surtout le long du cycle de vie et de l'utilisation de ces produits. Et donc, ces ouvertures et ces fermetures, ou l'usage de ce produit, doit être pris en compte quelque part. Peut-être... Monsieur Gilles, comme vous êtes galant, on va laisser Madame Housseau. Vous terminerez, vous conclurez. Voilà. Madame Housseau, vous avez la parole. Ah, c'est gentil, mais on connaît votre galanterie, chers collègues. En fait, vous venez partiellement de répondre parce que dans une session précédente, on avait parlé de l'étiquetage qui pourrait être amélioré pour informer le consommateur. Mais il y aurait peut-être également un mode d'emploi de la bouteille en plastique sur lequel il faudrait donner quelques préconisations. La durée de stockage, l'exposition au soleil, la consommation la plus rapide possible, attention au choc, etc. Ça pourrait être une information du consommateur qui pourrait être utile. Après, mon autre question était, vous avez commencé à travailler sur les bouteilles en plastique, mais le plastique, il est partout dans l'alimentaire, hein, que ce soit pour emballer des pâtisseries, de la viande, et très souvent, quand on utilise les produits, on déchire le plastique. Enfin, moi, je ne fais absolument pas attention. Le but étant de récupérer à l'intérieur. Et donc, avec ce que vous me dites, je pense qu'il y a également des problématiques sur tous ces emballages. Et est-ce que il n'y aurait pas matière peut-être, puisqu'il y a une filière REP, hein, responsabilité élargie du producteur,
pour les emballages plastiques, certainement, d'avoir une action envers eux. Un, pour qu'ils fassent des analyses plus systématiques, de manière à réduire le plus possible les risques. Et deux, pour essayer de remplacer à terme ces emballages par autre chose. Je ne sais pas qui est. M. Kerkhoff. Moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense que quand il y a une divergence entre la théorie et la pratique, c'est toujours la pratique qui a raison. Et qu'en l'occurrence, présupposer qu'1,5 litre de boisson va être bu en une seule fois, ça n'existe pas. Donc, en fait, il faut que les analyses tiennent compte des conditions réelles d'utilisation. Et si ces conditions réelles d'utilisation exposent massivement les consommateurs, il faut que les industriels construisent leurs produits en fonction des conditions réelles d'utilisation et non pas de la théorie. Et en l'espèce, quand on fait des analyses et qu'on trouve entre 46 et 93 microparticules, je ne parle même pas de nano, parce que là, on explose les chiffres, ça veut dire que sur la vingtaine d'ouvertures sur 1,5 litre, je pense qu'on est plutôt sur ce niveau-là. Sans parler, et une fois encore, le stockage sur le parking de l'industriel avec les bouteilles d'eau qui vont rester quelques mois avant que la consommation, qui est pour le coup cyclique. Donc à l'évidence, il y a quelque chose de cyclique par rapport à la ressource en eau qui arrive de façon continue. Bon, voilà, ça c'est des éléments, effectivement, les industriels doivent systématiser les analyses. Ils le font peut-être, il faut qu'ils rendent publiques ces analyses. Il y a quelque chose d'absurde à se dire qu'ils ont une information qui, une fois encore, ne coûte pas énormément au regard du chiffre d'affaires de ces industriels. Donc, qu'à un moment, ces industriels systématisent les analyses théoriques et les analyses au quotidien. Voilà. En septembre, en octobre, en novembre, etc. Et à un moment, doivent garantir le fait que les consommateurs ne soient pas exposés au micro et au nano. S'ils ne peuvent pas le faire, il faut qu'ils changent de contenant. C'est pas possible. Enfin, il y a quelques... Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter non ? Donc, Monsieur Gillet. Merci, Monsieur le Président. Bon, il n'y avait pas de problème, en fait, puisqu'on ne connaît pas la dangerosité du plastique. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, a priori, on peut continuer comme ça. Enfin, il n'y a aucun souci. Je me fais volontairement provocateur parce que je suis très surpris. Je suis très surpris qu'effectivement, on n'arrive pas à caractériser la dangerosité des plastiques par rapport à la consommation humaine. Alors, il y a un parallèle, mais je pense qu'il a dû être abordé. L'OPEX a fait des travaux par rapport à ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on rebalaye aussi un peu les choses de ce côté-là, notamment sur l'impact. Notamment notre collègue Mme Alassarade, qui est membre de la commission d'enquête, je crois que ça va dire. Oui, tout à fait. Et puis il y avait antérieurement notre collègue aussi Angèle Préville qui avait à l'époque au niveau de l'OPEX aussi commencé à démarrer une série de travaux justement sur ces sujets-là. Mais ceci pour revenir sur cet élément qui est primordial quelque part dans nos débats, c'est comment arriver à caractériser la dangerosité des plastiques aujourd'hui. Alors vous avez notamment évoqué que ces derniers sont très pluriels. Et donc, il y a de nombreux additifs. Mais ceci dit, certains de ces additifs sont connus, eux, pour leur dangerosité. Alors peut-être qu'on peut quand même avoir déjà un début de caractérisation qui permettrait d'avancer un peu sur le sujet. En tout cas, il apparaît comme très urgent. Moi, je suis vraiment surpris. Je pense que c'est très urgent aujourd'hui de poser ce sujet sur la table. Donc, une question corollaire, c'est est-ce que vous avez connaissance d'une commande gouvernementale aujourd'hui sur ces sujets-là pour aller un peu plus loin ? Parce que, compte tenu de la pollution plastique qui aujourd'hui devient un enjeu majeur mondial, mais qui a commencé à être traité par différents travaux, notamment parlementaires, il faut qu'on aille beaucoup plus loin aujourd'hui sur la connaissance de ce sujet. Donc, est-ce que vous en avez effectivement connaissance ? Et puis, un autre sujet qui me paraît important aujourd'hui, c'est d'abord les rémanences et puis la temporalité de disparition du plastique dans l'environnement est un sujet aussi qui est important en termes de connaissances. Et du coup, l'impact au niveau des sols et la perméabilité au niveau des nappes est aussi important en fonction, bien sûr, de leur degré de profondeur. Et c'est aussi intéressant à savoir, parce que si en même temps on va contaminer les nappes profondes qui mettent 1000 ans à se recharger par rapport à la goutte d'eau qui va tomber aujourd'hui, il faut qu'on ait des éléments aussi de connaissance. Donc, est-ce que vous avez ces appréciations-là dans la connaissance des sols, dans leur capacité aussi de filtration ? Donc, bref, est-ce qu'on peut quand même tisser un panorama des pollutions à court, moyen et long terme ? Qui souhaite
commencer à répondre. Monsieur Duflot, allez-y. Je vais peut-être donner quelques éléments concernant la dangerosité des produits. Peut-être souligner au niveau communautaire, au niveau de l'Europe, il y a eu un appel à projet d'envergure il y a déjà quelques années pour essayer de comprendre un peu mieux les effets toxicologiques de ces particules de plastique. Moi, certains projets sont en voie d'achèvement. Je regarde en même temps M. Gasperi s'il a quelques informations, mais pour l'instant, j'ai pas les retours. Enfin, moi, j'ai pas à ma connaissance les conclusions de ces différents grands projets européens qui ont pu être sélectionnés dans ce cadre de cet gros appel à projet européen. Sachez que l'ANSES se soucie aussi de ces impacts. On collabore avec une équipe de l'Université de Lille, où tout à l'heure je vous donnais les exemples des rongeurs, où on va exposer des microplastiques à des rongeurs, et on a déjà mis en évidence, dans le cadre d'une publication, que ça pouvait augmenter, sur des rongeurs qui ont déjà des pathologies inflammatoires digestives, que ça pouvait augmenter ces pathologies. Après, la difficulté, c'est toujours de passer d'un effet à un seuil, etc. Donc ça, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas toxicologiste, hein. Donc voilà, c'est plutôt aux toxicologues à prendre les choses en main. Enfin, en tous les cas, les études avancent sur ce sujet-là, avec, comme vous l'avez souligné, hein, vous avez rappelé la complexité de composition des additifs, où là aussi, il faudra, bien évidemment... Pardon, excusez-moi. Bien évidemment, s'appuyer sur les connaissances des additifs qui sont dangereux, qui normalement ne doivent plus être utilisés. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure sur les 16 000 additifs qui ont été référencés par un chercheur, donc c'était Wagner et al. Dans une publication, je crois que c'était plus d'un tiers sont peu, voire très mal connus en termes de danger propre individuel. Donc bien évidemment, quand on les mélange des effets cocktails, on est encore loin de pouvoir bien comprendre la dangerosité de ces produits et donc par voie de conséquence, bien évidemment, le risque qu'il y aurait. Donc, je suis désolé, là aussi, c'est important de souligner que le cadre n'est pas forcément simple. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, on est sur des activités de recherche pure, hein, et il y a forcément un gap entre ce qui est mis en œuvre et d'avoir des certitudes pour l'instant. Mais M. Gasperi a peut-être un... En tout cas, de plus en plus d'équipes de recherche s'intéressent à l'impact sur l'homme. L'impact sur les organismes, micro-organismes des hydrosystèmes, ils ont été très clairement démontrés. Alors, je ne suis pas non plus écotoxicologue, mais il y a eu des impacts sur la reproduction, sur le métabolisme, sur l'énergie, sur la croissance, la reproduction. Donc, les impacts, ils sont quand même nombreux. Et c'est important peut-être que vous auditionnez quelqu'un qui est vraiment spécialiste sur ces questions de santé pour ça. Moi, je voulais intervenir sur la trajectoire de cette pollution plastique. Malheureusement, cette trajectoire, elle est un peu pessimiste dans le sens où aujourd'hui, on a une croissance à presque plus 8, plus 10% des matières plastiques et l'environnement continuera de fonctionner comme il fonctionne. C'est-à-dire que la pression sera de plus en plus importante. En plus de ce plastique qu'on met en circulation, on a aussi tout le plastique qui est en stock dans nos environnements. Donc on n'a au final qu'une masse de plastique qui augmente. Donc plus cette masse de plastique augmente, plus fatalement la pression sur l'environnement est importante et plus la contamination de la ressource sera grande. Ça, évidemment, je n'ai pas de chiffres pour dire ça, mais c'est que du bon sens, parce que tout ce plastique qui circule augmente la production de microplastiques. Tout à l'heure, vous parliez de la migration de plastique des horizons de surface vers les nappes, plus ou moins profonds. Cette percolation, elle peut être favorisée par différents mécanismes, des échanges entre l'eau, entre les rivières et les nappes, comme je disais, la manière dont l'eau va circuler dans les sols, le rôle du sol et comment le sol peut retenir un peu ces plastiques. Une source très importante de plastique, ça va être les boues de stations d'épuration. Vous savez, quand les eaux usées, quand on les épure, on va transférer les microplastiques de la file eau vers la file boue, et ces boues, à l'échelle nationale, à 60%, elles sont épandues sur des parcelles agricoles. Donc aujourd'hui se pose cette question d'apport massif de microplastiques dans les sols à travers les boues, à travers l'épandage de boue, et donc de la contamination à long terme, in fine, de ces plastiques. Mais c'est soit à travers des transferts préférentiels, parce qu'en fait on a un massif poreux qui filtre
Et donc ça filtre plus ou moins bien selon la manière dont il est constitué et la manière dont l'eau s'écoule dans ces massifs. Donc forcément se pose la question aussi du changement climatique et de la manière dont l'eau va circuler. Allez-y, monsieur Kerkhove. Juste dernier élément, je trouve particulièrement rassurant votre question parce qu'en fait, implicitement, on aurait pu aussi se poser la question de est-ce que le plastique est bon pour la santé ? Ouais, en l'espèce, on ne se pose même pas cette question-là. Donc ça veut quand même globalement dire que ça pose quand même quelques questions quand on a 6 sortes de plastique dans un coca. Vraisemblablement, on présuppose que ce n'est pas très très bon. Et je vais même procéder à nouveau par l'absurde. Le pacte national sur les emballages plastiques a été signé le 21 février 2019. Il écrit explicitement les entreprises signataires, dont Coca, s'engagent à arrêter l'utilisation du PVC dans les emballages ménagers d'ici 2022. Bon, voilà, on est en 2025 et 2024, on fait des analyses, on en trouve dans du Schweppes et du Coca. Donc, le simple fait c'est pas très radical ce que je vais dire, mais appliquer la loi et les engagements volontaires des industriels. La loi, elle dit 50%, réduire de 50% le nombre de bouteilles en plastique d'ici 2030, 77% de collecte de plastique d'ici 2025. Ah bah 2025, on y est, puis on n'est pas à 77%. Voilà, simplement, ce qui est inscrit dans la loi ou dans les engagements volontaires, le faire respecter, ce serait quand même un minimum pour nous. Voilà. Ce n'est pas le seul domaine, il y a d'autres domaines, à peu près, mais sur lesquels on a fixé des dates et puis après, voilà. Et je crois qu'il y a monsieur le rapporteur qui souhaitait vous poser une dernière question. Oui, ultime question pour monsieur Duflot sur à l'autorité de contrôle sanitaire. Vous avez évoqué vos travaux. Est-ce que vous avez des dates à nous communiquer? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes donné en interne des objectifs de caractérisation, d'établissement de seuil, ou est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui à l'ANSES? Peut-être une réponse qui ne va peut-être pas vous convenir, mais en termes de date, on essaie d'aller toujours au plus vite. On a les moyens que l'on a, comme je vous l'ai dit. L'ANSES a pris ce sujet avec une grande importance. On a des travaux de recherche avec, actuellement, on a 2 doctorants qui travaillent sur ce sujet. Après, les échéances sont liées en fait à nos travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse, ça n'a pas été dit encore jusque maintenant, mais l'analyse de microplastique nécessite un temps très très important analytique. On caractérise nous particule par particule. Quand on a un échantillon, on a 200-300 particules. Vous pouvez comprendre que le temps d'analyse est très très long. Donc on a des temps analytiques très très longs sur ce sujet. Alors je n'élude pas votre question, hein. C'est juste pour vous dire qu'on avance le plus rapidement possible. Pour vous donner un exemple très concret, la thèse qui est en cours, qui avait comme objectif de caractériser la contamination des plastiques, enfin, méthodologiquement sur un échantillonnage pas forcément représentatif des aliments. On pensait couvrir une grande partie des différents types d'aliments. Pour l'instant, on a réussi à faire que les boissons parce que ce sont les aliments les plus simples à analyser par filtration. Quand on arrive sur des matrices alimentaires plus complexes, c'est très compliqué à être sûr d'aller chercher les microplastiques. Donc voilà, donc on fait face à des contraintes analytiques et on a des challenges auxquels aujourd'hui je ne sais pas ce que demain sera fait pour analyser tel type de produits, des produits beaucoup plus complexes. Et donc en termes de timing, sur les eaux, pour rester sur les eaux. Ah, sur les eaux, pardon. Oui, sur les eaux. Alors sur les eaux, on a, comme je vous le disais, on a soumis une publication. On a soumis une publication qui permet Merci, Monsieur Gasperi, de m'aider, de m'accompagner. La question, c'est sur les seuils. Enfin, je veux dire, pour qu'il y ait des normes sanitaires qui soient produites, vous estimez sur les eaux à combien de temps pour que des choses sortent sur les questions de dangerosité, sur les questions de normes pour. Alors, c'est un élément qui dépasse mon périmètre. Le processus jusqu'à arriver à une norme dépasse mes compétences et donc je ne pourrais pas. Alors, j'approche la question juste un tout petit peu différemment. Vous auriez besoin de combien? Aujourd'hui, vous dites que vous avez 2 doctorants. Vous avez besoin de combien de personnes pour travailler convenablement sur ce sujet et être capable d'émettre des normes? Est-ce que vous pouvez nous donner ce que vous êtes directeur de recherche, donc j'imagine que vous avez la vision sur le sujet.
Vous avez auditionné mon directeur général la semaine dernière. Tout à fait. Ouais, je ne sais pas si c'est un message que je peux lui faire. Allez-y, il nous écoute peut-être. Ouais. C'est difficile de chiffrer comme ça. Je pense que par rapport au contexte compliqué actuel, je pense qu'on l'ANSES met le maximum des moyens qu'il peut avoir sur ce sujet en regard d'autres sujets qui sont aussi d'importance. Mais c'est sûr que plus on a de moyens, plus on avance, que ce soit des moyens humains, des moyens aussi techniques, analytiques, c'est clair. Monsieur Gasperi, vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être que vous pouvez répondre avec une langue plus déliée sur cette question des moyens. Je dirais que les moyens ne sont pas malheureusement la clé pour établir un seuil aujourd'hui. Le seuil, il doit être construit dans le consensus et il doit être construit dans un cadre méthodologique stable et consensuel, approuvé par tous. Le problème, c'est que si on doit faire une molécule organique comme un pesticide, voilà, on a des méthodologies qui sont très claires. On a un pesticide qui est sous forme dissoute, on peut établir... Voilà. Là, on a des plastiques, donc c'est des particules physiques, avec des polluants dessus. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'existe pas de cadre méthodologique pour exprimer leur toxicité et qui est accepté par toutes les parties prenantes. Et donc, avant même de poser un seuil, dans une démarche scientifique, c'est de se dire quel cadre méthodologique on va utiliser, quel impact, et après de mettre un seuil derrière. Et ça, je crois qu'on en est loin. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'abord, dans le premier temps, je tenais à vous remercier, messieurs, pour cette audition. Je pense que vos propos vont me permettre d'améliorer, j'allais dire, les travaux de notre commission d'enquête. Et mes chers collègues, je vous donne rendez-vous demain à 13h30 pour l'audition d'associations de défense de l'environnement. Je ne doute pas que monsieur le rapporteur sera très dynamique ce jour-là par rapport à l'auditoire auditionné. Écoutez, comme toujours, mais il faut le motiver, pas besoin de le motiver à mon avis. Voilà. Il sera très motivé demain après-midi. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée et à demain. Merci à vous.